Bienvenue mesdames et messieurs, salut à vous à la maison et ravi une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Rendez-vous des Entrepreneurs, votre programme 100% dédié aux problématiques liées à l'entrepreneuriat. Vous faites bien d'être parmi nous cet après-midi. Nous sommes jeudi, nous sommes le 3 février, je pense, de l'an de grâce 2022. Et cet après-midi, mesdames et messieurs, les cœurs battent la chamade. Nous sommes à moins quelques heures d'un moment fatidique pour l'histoire de la nation camerounaise. Vous savez, le Cameroun est un pays de football. Et lorsqu'il sera exactement 20 h, le Cameroun a rendez-vous avec l'histoire. Ce sera du côté du stade d'Olembe. Ce sera face au pharaon d'Égypte pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais avant d'arriver à 20 h, mesdames et messieurs, vous avez rendez-vous avec les entrepreneurs. Pendant 90 minutes, mesdames et messieurs, nous allons faire le tour de la problématique que nous avons décidé de mettre sur le plateau aujourd'hui. Il s'agira pour nous, cet après-midi, de parler de comment accroître la rentabilité de son entreprise. Ah oui, c'est très important, mesdames et messieurs. Nous avons déjà mis sur pied une entreprise. Ça marche depuis 1 an, 2 ans. Mais nous sommes confrontés à la concurrence. Nous sommes dans un environnement hyper concurrentiel, parfois même hostile. Que faut-il faire pour augmenter son chiffre d'affaires? Que faut-il faire pour rentabiliser, augmenter encore ses bénéfices? Mesdames et messieurs, toutes ces problématiques vont faire l'objet de notre débat de cet après-midi. Et nous avons la chance cet après-midi d'avoir 2 experts sur le plateau. 2, et seulement pour vous. Notre consultant permanent, M. Guy Talla, que vous connaissez déjà et qui désormais fait partie de la grande équipe du Rendez-vous des Entrepreneurs. Je rappelle Guy Talla. Il est enseignant en comptabilité, en audit, en question d'entreprise. Il est également un expert comptable en devenir dans quelques mois. Il le confirmera sur le plateau. Il est également le promoteur d'un cabinet, le CGC Consulting. Ouais. Il sera avec nous tout à l'heure pour essayer de vous donner les clés, de vous donner les outils et de vous donner quelques astuces pour accroître la rentabilité de son entreprise. Nous aurons également le privilège d'avoir sur ce plateau un chef d'entreprise qui a plusieurs cordes à son arc. Lui-même tout à l'heure, mesdames et messieurs, déclinera toutes ces différentes activités dont il est à la tête. Installez-vous bien, mesdames et messieurs, vous avez compris, le programme sera chargé ce soir et comme vous le savez, nous sommes en direct, l'émission est interactive, vous pourrez participer, envoyer vos questions, vos préoccupations par SMS ou via WhatsApp au numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de l'écran. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de nous mettre en condition. On va respirer avec une très belle chanson pour, une fois de plus, souhaiter la bienvenue à tous les nombreux supporters égyptiens qui sont déjà du côté d'Olembe. On se retrouvera juste derrière pour accueillir nos différents invités. Merci d'être parmi nous, mesdames et messieurs. On se retrouve juste derrière. Le Cameroun, c'est chez vous. Vous venez de loin, vous avez fait long chemin pour vous retrouver et jouer ensemble, danser ensemble, bavarder ensemble. L'internet, mais wow, oh, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. You are welcome. Dear Kramako, mama. Dia Kramako, baba. Dia Mukumaba, kunma. Dia Kramako, eh. Celebrating in the land of glory. Africa in miniature, celebrating every culture, yeah. Njogana, Njogaka, Njoga, ya to, Njogana, Njogaba, Njoga, ya to.
Comment accroître la rentabilité de son entreprise? Quels conseils pratiques pour augmenter la rentabilité de son entreprise? Que faut-il faire, mesdames et messieurs, pour fructifier son affaire face à la concurrence dans un environnement hostile et parfois très difficile? Comment faire pour tirer son épingle du jeu? Telles sont les problématiques, mesdames et messieurs, qui nous incombent cet après-midi. Vous, à la maison, vous êtes déjà nombreux, positionnés devant vos petits écrans, en train de regarder votre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs, tous les jeudis, 16h30, 18h. Ça se passe en direct sur MyTV Channel. Je disais tantôt, nous avons deux invités de marque qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour ensemble essayer de vous prodiguer des conseils pour vous aider à rentabiliser, à accroître la rentabilité de votre entreprise. Mais bien avant cela, nous allons donner la parole à Larissa Boyekao, qui également est l'une de nos consultantes maison, pour nous donner son avis sur la question. Comment donc accroître la rentabilité de son entreprise? L'avis de Larissa Boyekao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans le rendez-vous des entrepreneurs, votre émission qui passe tous les jeudis à partir de 16h sur MyTV Channel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment accroître sa rentabilité. Comment est-ce que je fais que mon entreprise augmente ses bénéfices, augmente son chiffre d'affaires. Déjà, qu'est-ce que la rentabilité? La rentabilité, c'est le fait déjà de pouvoir dire que mon entreprise est rentable. J'arrive à tirer du profit, j'arrive à avoir une valeur ajoutée. Lorsque, à la fin du mois, je fais la soustraction entre mon chiffre d'affaires et mes charges, j'ai un bénéfice qui en ressort et cela me permet de vivre. Et à force d'avancer dans mon activité, mon chiffre d'affaires, à force d'avancer dans mon activité, mon bénéfice croît. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le fait que votre entreprise ne parvienne pas à augmenter ses bénéfices? La raison souvent la plus simple, c'est le fait de ne pas maîtriser son activité. La non-maîtrise des risques, la non-maîtrise de son activité va entraîner des bénéfices bas, une rentabilité faible, notamment par un niveau d'activité trop faible, notamment par des charges trop élevées ou notamment par des marges faibles. Pourquoi est-ce que je dis que votre rentabilité est faible à cause de vos coûts d'activité, à cause de votre coût d'activité? C'est normal. Si vous n'avez pas un grand volume d'activité, beaucoup de ventes, votre chiffre d'affaires ne sera pas élevé. Si vous pratiquez des prix très bas également, votre chiffre d'affaires sera très faible. Donc, il est important pour vous déjà d'améliorer votre volume d'activité, d'améliorer vos prix, de voir si le prix reflète sincèrement vos différents coûts. Est-ce qu'il est trop élevé ou est-ce qu'il est trop bas? Ou à défaut, est-ce que vous pratiquez des charges fixes qui sont très élevées? Qu'est-ce qu'une charge fixe? Une charge fixe, comme vous le suivez fixe, c'est une charge qui ne change pas, qui ne varie pas, qui est constant et reste le même au fil des mois. Ça veut dire que la charge fixe qui est régulièrement connue, c'est celle du loyer. Je paye un loyer de 100. C'est vrai qu'avec le temps, le loyer peut changer, mais il a tendance à être fixe. Je peux avoir des frais de téléphone forfaitaires qui également peuvent être fixes. Je peux avoir des charges de mon personnel qui peuvent être fixes. Et ces charges-là, à long terme, doivent être basses. Si vous vous rendez compte donc que votre activité n'est pas rentable, à ce moment-là, il serait important pour vous de mettre sur pied un modèle économique ou un business model. Qu'est-ce qu'un business model? Un business model, c'est un outil de management, de stratégie managériale qui va vous aider à mettre en place une stratégie ou à vous donner un cap à suivre dans comment est-ce que je me positionne sur le marché. Et cela passe notamment par une étude de marché, un bon positionnement, une cible que vous avez déjà au préalable. Donc, ça veut dire quoi? Si vous êtes déjà en cours d'activité et que vous vous rendez compte que
votre rentabilité n'est pas bonne, il faudrait que vous reveniez sur votre étude de marché et que vous refaites et que vous réévaluez votre positionnement sur ce marché-là. Par exemple, votre business model pourrait être, je prends déjà un exemple simple, achat-vente, j'achète et je revends un peu plus cher. Votre business model pourrait être négocier. On a des entreprises qui négocient au préalable au niveau des grandes enseignes le matériel qu'ils achètent chez vous et vous le revendent à un prix un peu plus élevé. Nous avons également des entreprises qui partent sur une stratégie de gratuité. Ils vous offrent une plateforme gratuite, mais dans cette plateforme-là, vous auriez à avoir beaucoup de publicité. On le voit dans Google, on le voit dans Facebook, vous avez beaucoup de publicité qui passe et c'est à partir de cela que l'entreprise arrive à tirer sa rentabilité. Donc, posez-vous la question de savoir, moi, en tant qu'entreprise, quel est mon business model? Est-ce que ce business model-là cadre parfaitement avec l'activité, cadre parfaitement avec l'environnement, cadre parfaitement avec ma cible? Et maintenant, à ce moment-là, vous pourriez vous dire, OK, j'adapte, OK, je modifie. Et je voudrais aussi préciser que le business model, ce n'est pas quelque chose de fixe. Le business model est dynamique, le business model est évolutif et s'adapte en fonction de son environnement. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous devriez toujours tester votre business model pour vous rassurer de... comment dire ça? Également, il est important de rappeler que certains business models peuvent être mis en échec. Ça veut dire quoi? J'applique un business model, j'achète pour revendre et je me rends compte que je n'arrive pas à vendre. Même jusque-là, j'arrive toujours pas à vendre. Qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord déceler le problème de votre business model. À défaut, si vous vous rendez compte que cela est un peu difficile pour vous, vous rapprochez de nous, vous me contactez sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Larissa Boikao pour une assistance. Donc, n'hésitez pas à faire appel si vous vous rendez compte que c'est trop compliqué. À ce moment-là, vous vous rapprochez des professionnels pour que cela vous guide dans votre choix, dans votre démarche stratégique. Donc, ce que je disais, le business model peut être mis en échec, cela par peut-être un prix trop élevé que vous pratiquez, soit par un mauvais positionnement. Donc, vous devriez encore revenir sur vos pas et refaire encore étape par étape votre étude de marché, cibler quelles sont les cibles, pas quelles sont les cibles autant pour moi, quels sont les besoins de votre cible. Est-ce que vous arrivez à comprendre et à intégrer réellement ces besoins-là? Est-ce que le service que vous décidez de mettre en place répond aux besoins de votre cible? Ensuite, votre prix. Votre prix doit refléter exactement la réalité. Ça veut dire ni trop cher, ni trop élevé, ni trop bas, mais juste ce qu'il faut pour vous permettre à vous, déjà entrepreneurs, d'entrer dans vos dépenses et aussi de pouvoir satisfaire le client que vous avez en face. Vous devez également maîtriser vos charges. Si vous avez des charges trop élevées, étant donné que vous êtes une TPE, cela ne va pas vous faire du bien parce que si vous gagnez 25 et que sur les 25, vous devez dépenser 24 francs, c'est assez difficile parce que vous aurez dans la langue l'impression d'être fatigué, de donner du meilleur de vous et qu'à la fin, le résultat n'est pas satisfaisant pour vous. Donc, essayez d'évaluer, est-ce que vous maîtrisez votre système? Est-ce que vous devez sous-traiter une partie de votre activité? Parce que si vous la faites de vous-même, vous dépensez votre énergie, vous dépensez votre temps et cela devient pénible pour vous. Est-ce que lorsque vous décidez de sous-traiter l'entreprise, de sous-traiter un département de votre activité, cela n'est pas rentable pour vous? Essayez également de voir cela. Essayez déjà de diminuer les frais fixes, comme j'ai dit plus avant, parce que les frais fixes très élevés ne sont pas bons pour l'entreprise. Tout ce qui est synonyme de dépenses pour un entrepreneur doit être sujet à être optimisé.
optimiser la consommation d'électricité, consommation d'eau, consommation d'énergie, que ce soit en ordinateur, que ce soit même en taxi. Essayez de voir si vous pouvez au maximum baisser ces charges-là pour que ces charges de vie passent de charge fixe à charge variable en fonction du volume de votre activité. Également, essayez de déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Quel est votre seuil de rentabilité? Votre seuil de rentabilité peut être déterminé soit en jours ou soit en montant. En jour, ça veut dire quoi? Vous pourriez dire que à partir du 15 ou à partir du 18 du mois, je suis déjà à mon seuil de rentabilité. Ça veut dire quoi? Mes dépenses égale mes recettes. Et ça veut dire que tout ce que vous allez faire après le 18 sera déjà source de bénéfices pour vous. Vous pouvez l'évaluer en montant. Ça veut dire quoi? Le montant de mon seuil de rentabilité, c'est 10 000. Et lorsque je sais que j'ai atteint mes 10 000, je sais que mes charges sont égales à mes ressources. Donc, après 10 000, tout ce qui vient après, je sais déjà qu'à ce moment-là, c'est mon bénéfice. Donc, essayez déjà de déterminer votre seuil de rentabilité. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas déterminer votre seuil de rentabilité, rapprochez-vous de mon confrère Tala ou de moi. Vous pouvez me contacter sur ma chaîne déjà ou via l'émission pour pouvoir avoir une assistance. Donc, après votre seuil de rentabilité, déjà, je tiens à préciser que le seuil de rentabilité sera votre premier objectif à atteindre. Ça veut dire quoi? La semaine commence, le mois commence. Quel est le seuil de rentabilité que je dois atteindre pour cette semaine, pour ce mois, afin déjà de pouvoir sécuriser ma rentabilité. Donc, lorsque vous saurez déjà ça, c'est bon. Bon, après, vous vous fixez un deuxième objectif qui serait de dépasser votre seuil de rentabilité. Essayez de vous donner, toujours se donner des objectifs réalisables. Ne dites pas que je vais avoir un chiffre d'affaires de 1 milliard alors que forcément vous savez que ce sera difficile pour vous. Ou même n'imposez pas cela à vos commerciaux, de leur dire faites-moi un chiffre d'affaires de temps alors que cela vous sera difficile pour eux de l'atteindre. Donc, gardez au maximum une bonne ambiance dans votre équipe parce que les personnes avec lesquelles vous travaillez doivent ressentir votre positivisme, doivent ressentir que vous êtes là pour eux et que vous donnez votre maximum pour pouvoir tirer l'entreprise vers le haut. La rentabilité de l'entreprise est très importante. C'est pour ça que nous décidons d'en parler et nous décidons de vous donner des outils. Déjà pour pouvoir déterminer pourquoi est-ce que vous n'avez pas votre rentabilité. Ce peut-être parce que vous maîtrisez mal votre activité, votre risque. À ce moment-là, vous devez mettre en place un business model qui va vous permettre de redresser la barre. Donc, le business model passe par une étude de marché, par une bonne fixation de votre prix de revient, 3 par la maîtrise de vos coûts de revient, non pas la maîtrise de vos coûts, de votre système. Ensuite, par la fixation d'un seuil de rentabilité et par la fixation, et je termine par la fixation d'un objectif qui serait supérieur à celui du seuil de rentabilité. Donc, vous avez 5 étapes. Vous devez définir votre business model qui passe par une étude de marché, évaluer votre cible et votre positionnement. Également, fixer votre prix qui ne doit être ni trop bas ni trop élevé pour vous permettre d'avoir un prix optimal qui vous satisfait vous et satisfait votre client. Ensuite, vous devez maîtriser votre système par la maîtrise de vos charges fixes. Vous devez par la suite déterminer votre seuil de rentabilité et après cela, vous devez vous fixer l'objectif qui serait de dépasser ce seuil de rentabilité-là. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai donné des astuces simples à mettre en place et j'espère que cela vous sera favorable. Donc, par la suite, quels seront les outils en termes de suivi?
parce que je dis toujours, on met en place un système. Il faut suivre ce système-là pour vous permettre de savoir s'il est bon ou pas. Et si on se rend compte qu'il est bon, on l'adapte. Si on se rend compte qu'il est bon, on le garde, mais toujours en l'évaluant. Si on se rend compte que le système n'est pas bon, il faut l'adapter, soit en se faisant assister ou essayer de nouvelles astuces. Donc, vous devrez donc par conséquent avoir votre cahier de suivi de vos recettes journalières que vous allez tracer, les jours, les références, les dates, les entrées, les sorties, pour vous permettre de savoir le lundi, j'ai vendu ça à tel prix, à tel client, telle quantité le mercredi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela va vous permettre à la fin du mois de vous dire que d'accord, le client X a commandé telle quantité pour tel montant, le client Y a commandé telle quantité pour tel montant. J'ai eu à dépenser ceci, cela. Cela va vous permettre de savoir exactement ce que vous dépensez de façon mensuelle pour telle quantité, ce que vous avez, et ça va vous permettre de pouvoir évaluer vos différents clients. Quel est le client qui vous fait un gros chiffre d'affaires, quel est celui-là qui a une part importante dans votre chiffre d'affaires, et cela va vous permettre également de mettre en place ce qu'ils appellent la fidélisation du client, de mettre des stratégies qui vont fidéliser le client, qui vont vous permettre de récompenser ces clients-là, qui peut-être auront suivi plus votre page, qui vous auront commandé plus de produits, qui auront liké et qui vous auraient apporté d'autres clients. Donc, n'hésitez pas à faire ce suivi-là parce qu'il est important, parce qu'il vous donnera des statistiques sur vos différents clients, leur nombre, est-ce qu'ils ont évolué dans le temps, est-ce qu'ils sont restés statiques, est-ce qu'ils ont diminué. Et si vous avez des commerciaux, cela vous permettra également de voir si vos différents commerciaux font leur travail en vous rapportant de nouveaux clients, en regardant si telle marchandise a été vendue ou pas, et à savoir et à vous poser les bonnes questions le moment venu. La maîtrise de votre activité passe également par ces différentes statistiques-là dont je vous exhorte à avoir des cahiers de suivi de vos recettes, des cahiers de suivi de vos dépenses, et également à pouvoir mettre en place peut-être un système qui, selon vous, pourrait marcher. Donc, ne restez pas statique, soyez toujours dynamique dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et également, nous sommes toujours ravis d'être avec vous et de vous assister dans votre démarche entrepreneuriale. Merci. Bon jeudi. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire des 100% entrepreneuriat tous les jeudis 16h30 18h. À l'instant, c'était Larissa Boyekao qui vous donnait son avis sur la thématique du jour. Je rappelle la thématique, comment accroître la rentabilité de son entreprise. Alors, avec la complicité de la technique, on va directement inscrire le thème en bas de l'écran, et cela vous permettra, mesdames et messieurs, car nous sommes en direct, de participer en envoyant simplement vos questions, vos préoccupations, mais surtout vos contributions par SMS ou par WhatsApp. Je rappelle le thème, comment accroître la rentabilité de son entreprise. Et pour m'aider dans cette tâche cet après-midi, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul. Je suis accompagné par deux personnes dont l'expertise ne souffre d'aucun doute. Un l'enseigne et l'autre pratique au quotidien l'entrepreneuriat. À ma droite, vous l'avez forcément reconnu, c'est notre consultant permanent. Il est avec nous désormais tous les jeudis à partir de 16h30 jusqu'à 18h dans le cadre du rendez-vous des entrepreneurs. Il s'appelle Guy Tala. Il est enseignant, il est expert comptable en devenir très bientôt. Bonsoir et bienvenue une fois de plus sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir monsieur Armstrong, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis ravi une fois de plus d'être avec vous ce soir, n'est-ce pas, pour vous édifier davantage
sur ce qui concerne vos différentes entreprises. Merci, monsieur. Alors, ce soir, nous parlons de comment accroître la rentabilité de son entreprise. Je pense que c'est une problématique assez pertinente. Tout à fait, monsieur Anderson. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent d'arrache-pied pour obtenir le maximum de rentabilité. Mais à la fin, beaucoup d'entre eux également ne parviennent pas toujours à être satisfaits. La question qui se pose d'entrée de jeu, c'est pourquoi ils font autant d'efforts et du coup, ils ne se sentent pas récompensés. Parce que plus ils le font et plus ils ne sentent pas les retombées, ça les crée des stress. Et lorsqu'ils sont stressés aussi, ces entreprises stressent également leurs employés. Maintenant, aujourd'hui, il est question, n'est-ce pas, de défier, de lever d'action à ces entrepreneurs-là pour que dorénavant, que ceux qui étaient moins rentables deviennent plus rentables et que ceux qui étaient rentables deviennent davantage rentables. Aussi, on va revenir, on va développer tout à l'heure le temps pour moi d'introduire notre invité de cet après-midi. Je rappelle, vous à la maison, vous pouvez participer également. L'émission est interactive. Le numéro va s'afficher à l'instant au bas de l'écran. Je rappelle, après avoir écrit votre message, n'oubliez pas de signer en donnant votre nom, mais surtout votre pronostic pour le match de tout à l'heure. Donc, vous posez votre question concernant la thématique du jour, mais surtout vous signez et vous donnez votre pronostic. Cameroun, Égypte, le score. Alors à ma gauche, mesdames et messieurs, c'est un chef d'entreprise, promoteur de plusieurs structures, dont notamment un centre de formation, mais également une auto-école. Je vous le disais dans mon propos liminaire, il a plusieurs cordes à son arc et c'est un privilège pour nous de l'avoir cet après-midi sur notre plateau. Alors, bonsoir et bienvenue sur notre plateau, très cher Diop Tatke. Merci. Bonsoir. Oui. Bonsoir aux spectateurs Chanel. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, de partager avec vous, avec vos téléspectateurs, vos nombreux téléspectateurs. J'espère que au sorti d'ici, ils auront appris quelque chose. Absolument. Alors, je disais tantôt que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Avant d'entrer dans la thématique qui nous incombe cet après-midi, est-ce qu'on peut revenir sur ces différentes casquettes que vous arborez? Disons que j'aime me présenter comme un débrouillard. Un débrouillard, oui. Oui. Qui se débrouille plutôt très bien. Bon, si vous le dites, j'aime vous vous débrouillez donc dans quoi? Je me débrouille dans l'univers de la formation professionnelle. Absolument. Et un centre de formation professionnelle en arts et métiers, le CEFPAM, oui. Une auto-école également. Oui. On peut la nommer, nous sommes sur le rendez-vous des entrepreneurs. L'auto-école Ange Raphaël. Ange Raphaël, oui. Un centre de beauté. Un centre de beauté également. Sublime. Beauty Center, assorti d'un fast-food. Un fast-food. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que... Je vous ai dit, chers téléspectateurs, qu'il est promoteur de tellement d'entreprises. Avec lui, on verra comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir, pour gérer autant d'activités, mais surtout, comment est-ce qu'il fait pour rentabiliser ces différentes entreprises. Parce que je ne pense pas que si ces entreprises n'étaient pas rentables, ça continuerait d'exister. Alors, en espérant à la technique que nous allons avoir le thème au bas de l'écran avec le contact direct à travers lequel les téléspectateurs peuvent participer. Je rappelle comment accroître la rentabilité de son entreprise. Je me tourne directement vers notre consultant, M. Guitala. Alors, de manière pratique, terre à terre, comme on dit au quartier, que faut-il faire pour augmenter la rentabilité de son entreprise? Quels sont les secrets? Quelles sont les clés? Quels conseils directs pouvez-vous donner à ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant? Merci, M. Armstrong. Déjà, avant, n'est-ce pas, de continuer, il est question pour chaque entrepreneur, n'est-ce pas, de connaître ce que c'est que la rentabilité. Parce que si nous évoluons comme ça, beaucoup peuvent ne pas nous suivre. Donc la rentabilité, c'est quoi simplement? C'est juste la capacité pour une entreprise à générer des profits. Et comment la détermine-t-on? Parce qu'il faut aussi savoir comment on la détermine avant d'avancer. Pour la déterminer, c'est très simple. Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, de faire la différence entre son chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble de ses recettes, et l'ensemble de ses charges. Aussi, parmi les charges, il y a, n'est-ce pas, des charges qui n'évoluent pas en fonction du niveau d'activité. C'est-à-dire les charges qui n'évoluent pas en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous commercialisez ou pas, si vous êtes commerçant, ou que vous prestez ou pas, si vous prestez des services, ces charges, vous allez les supporter. On les appelle les charges fixes ou les charges de structure.
Aussi, il y a également aussi à côté les charges variables, ce qu'on appelle les charges opérationnelles, qui dépendent maintenant de votre niveau d'activité. Parce que vous savez que lorsque vous vendez, si vous vendez pour 50 millions, peut-être vous allez acheter peut-être pour 40 millions, vous aurez peut-être 10 millions de marge. Mais sinon aussi, si vous vendez pour 80 millions, vous n'avez pas tout acheté pour 40 millions. Aussi, il faut bien noter que la rentabilité ne dépend pas simplement de la différence entre le prix de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et l'ensemble des charges liées à l'achat, c'est-à-dire le coût d'achat. Lorsque nous faisons la différence entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des recettes, et le coût d'achat, nous avons ce qu'on appelle la marge commerciale des commerçants. Et en plus de ces marges, il y a d'autres charges qu'il faut penser à enlever. Déjà hein? Donc, il faut souvent, n'est-ce pas, calculer votre résultat à la base comme cela. Maintenant, si nous revenons à la question de la rentabilité, il y a deux types de rentabilité. Il y a la rentabilité, n'est-ce pas, qui concerne essentiellement les associés, qu'on appelle rentabilité financière, c'est-à-dire qui mesure le résultat net obtenu, n'est-ce pas, par rapport au capital propre. Et la rentabilité, l'autre rentabilité, la rentabilité économique, voilà, qui intéresse beaucoup plus les dirigeants et qui mesure, n'est-ce pas, le résultat d'exploitation au capitaux investi. Donc, dans tous les cas, la rentabilité a ses leviers d'action pour l'accroître. Déjà, nous dirons aux entrepreneurs que pour accroître votre rentabilité, il est très simple. Il est question d'abord de mettre à côté de vous, si vous êtes une société qui vient d'être créée, de mettre près de vous votre business plan de départ. Parce que pour dire qu'on accroît la rentabilité, ça veut dire à la base, il y a quand même une rentabilité. Pour l'accroître, il faut donc mettre à côté la première rentabilité. C'est-à-dire, si vous êtes nouvelle, comme je l'ai dit tantôt, vous posez à côté le résultat que vous avez prévu peut-être pour la première année. Et maintenant, au cours de la première année, réellement, avec l'effectivité de votre activité, vous essayez maintenant de faire quoi? De calculer votre résultat réel et de comparer. Si c'est moins que ce que vous avez prévu, il faut maintenant trouver des leviers d'action pour l'accroître. Si c'est plus, c'est toujours bien, mais il faut tout continuer de chercher comment, n'est-ce pas, faire vos résultats davantage. Donc déjà, et maintenant, lorsque vous l'avez, qu'est-ce que vous faites? Il est très simple pour que vous puissiez, n'est-ce pas, rentabiliser votre structure. Vous devez commencer par sortir, n'est-ce pas, un état de vos différentes charges. Parce que même si vous vendez beaucoup, ça ne veut pas dire que le fait que vous avez beaucoup vendu signifie que vous avez beaucoup gagné. Le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur, n'est-ce pas, de la rentabilité d'une entreprise. Vous pouvez vendre beaucoup, mais à la fin, vous n'avez rien. Si vous vendez 100 millions et que votre résultat vous donne un taux de rentabilité de 5%, vraiment, il n'est pas significatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre sur pied un état, n'est-ce pas, qui fait ressortir votre chiffre d'affaires, vos recettes et vos différentes dépenses en prenant soin de les distinguer. Les dépenses qui évoluent par rapport à l'activité que j'ai appelée charge variable et les dépenses qui n'évoluent pas en fonction, n'est-ce pas, de l'activité que j'ai appelée charge fixe. À chaque moment, vous essayez de voir votre marge. C'est-à-dire parce que le manque de rentabilité ou la faible rentabilité des structures est la plupart du temps dû au fait qu'ils calculent ça de manière globale, ils ne décomposent pas. Si une structure a peut-être un chiffre d'affaires peut-être de 50 millions et l'ensemble des charges variables de 10 millions, ça lui donne une marge sur coût variable de 10 millions. Maintenant, à côté, maintenant, si les charges de structure, les charges fixes ne sont pas élevées, si les charges fixes sont peut-être de 2 millions, il va défalquer 2 millions, il va gagner 8 millions, c'est bon. Mais si les charges de structure là, qui n'évoluent pas en fonction de l'activité, c'est-à-dire les charges que vous devez supporter, même si vous ne vendez rien, si vous êtes un commerçant, ou même si vous ne prestez rien, si vous êtes un prestataire de service, si ces charges sont très élevées, comme peut-être ailleurs le loyer, il y a des entrepreneurs qui prennent des loyers et qui les payent, c'est vraiment le montant est colossal. Si vous payez un loyer de 5 millions, vous voyez un peu. S'il faut prendre les 8 millions, enlever 5 millions, vous voyez à 3 millions. Pas parce que l'activité n'a pas produit, mais parce que votre loyer est élevé. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Réduire ce loyer. Donc il faut jouer sur la marge, sur coût variable. Et lorsque vous jouez sur la marge sur coût variable, il faut maintenant voir est-ce que la marge sur coût variable que nous obtenons, qui est le résultat, n'est-ce pas, lié vraiment aux éléments variables de nos activités, est-ce que cette marge-là, est-ce qu'elle n'est pas trop, n'est-ce pas, absorbée par les coûts fixes? Si elle est trop absorbée, vous essayez de jouer sur le coût fixe. Soit vous cherchez des nouveaux locaux, par exemple, ou soit vous négociez un loyer moins cher ailleurs. Vous savez que quand on est commerçant, on peut se délocaliser. Il convient juste n'est-ce pas, de donner sa nouvelle localisation à ses clients. Aussi, la chose la plus facile, la première chose à faire pour rentabiliser votre structure, il faut fidéliser vos clients. Un client qui est déjà le nôtre, c'est facile de le manager celui-ci afin qu'il puisse rester et continuer, n'est-ce pas, à transactionner avec nous. C'est plus facile qu'aller conquérir, n'est-ce pas, un nouveau client où il faut mettre sur pied des stratégies marketing
qui ne réussit pas toujours. Vous voyez un peu. Donc ici, il faut fidéliser vos clients d'abord, premièrement. Il faut essayer de revoir votre coût de revient. Si vous êtes peut-être une entreprise industrielle, quand vous achetez les matières premières pour fabriquer X ou Y produits, à un moment donné, avant de fixer votre prix de vente, vérifiez votre coût de revient. C'est-à-dire l'ensemble des dépenses que vous avez engagées pour fabriquer le produit. Et n'oubliez pas, quand vous fixez votre coût de revient, que lorsque vous allez faire votre chiffre d'affaires moins ce coût de revient, le résultat que vous obtenez est provisoire. Parce qu'il faut encore intégrer certaines dépenses, comme j'ai dit tantôt, les charges fixes, qui peuvent ne pas avoir été pris dans votre coût de revient. Donc si vous avez un coût de revient complet, il faut inclure toutes ces dépenses-là. Mais la plupart du temps, je préfère que vous ayez un coût de revient variable pour pouvoir aussi avoir une marge de coût variable. Parce qu'il faut toujours guetter, est-ce que ce n'est pas les charges fixes qui me freinent, ou bien qui me font, ou bien qui font en sorte que je travaille pour les autres. J'appelle ça comme ça. Il y a des entreprises qui sont, nous travaillons pour le bailleur. Et aussi, il faut communiquer, nous sommes à l'ère des NTIC. Il y a la communication média et hors média. Et aussi, avec l'Internet, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez facilement communiquer moins cher. Vous pouvez créer une page Facebook, communiquer sur votre page Instagram, par exemple. Par exemple, vous pouvez créer des groupes WhatsApp où vous intégrez tous vos clients aussi, n'est-ce pas, pour communiquer. À travers eux aussi, vous pouvez leur demander s'il y a quelqu'un qui aime aussi acheter le produit. Veuillez l'intégrer aussi pour nous. Là, ça fait un prospect que vous allez avec autant manager. Et aussi, il faut penser à intégrer votre personnel. Il n'y a pas de rentabilité sans personnel, les ressources humaines. Même si vous n'avez pas assez d'employés, parce que vous êtes une très petite entreprise, même si vous n'avez que 2 employés qui travaillent au quotidien d'arrache-pied avec vous, il faut aussi prendre leur avis. Parce qu'ils voient les réalités de votre structure. La plupart du temps, on dit je suis manager, pour les autres, pour ceux qui ont beaucoup fait des études, j'ai trop fréquenté, je sais tout, on ne sait pas tout en affaire. Même ton employé qui n'a pas fréquenté peut te dire boss, faisons comme ça et tu le fais, tu te trouves au sommet. En même temps aussi, il faut également faire quoi? Il faut également lancer une stratégie de prospection agressive. Quand il parle de stratégie de prospection agressive, c'est quoi? Il faut pousser le produit au maximum vers les clients. C'est-à-dire, il faut faire quoi? Envoyer non seulement, n'est-ce pas, certains employés prospectés, ou même se rattacher des services, n'est-ce pas, de conseil en marketing. C'est aussi faisable. Donc, pour investir, mais avant ça, il faut toujours que vous fassiez votre budget à l'avance. Parce que lorsqu'on dépasse un budget, ce n'est plus ça. Donc, en fin d'année, ou bien, lorsque, comme nous sommes en début d'année, vous faites votre budget pour l'exercice qui commence, pour ne pas avoir à sortir en désordre, pour que vous êtes en train d'investir dans la publicité pour que votre structure soit rentable. C'est faux, c'est la mauvaise gestion, c'est pas bon. Ça peut plutôt, n'est-ce pas, vous créer une tension de trésorerie et les retombées peuvent ne pas y être. Ouais, un peu. Donc, il y a autant de stratégies. Donc, il faut fidéliser vos clients, il faut communiquer, il faut, n'est-ce pas, essayer de revoir votre marge sur coût variable, il faut jouer sur la marge. À un moment donné, vous allez voir si vous voyez que les charges structures ne peuvent pas être diminuées et que vous ne voulez pas vous délocaliser, par exemple, ou bien que d'autres charges structures sont telles qu'on ne peut rien changer, vous pouvez simplement essayer de voir comment booster les ventes. Vous savez que plus le chiffre d'affaires est élevé aussi, plus la marge est aussi élevée. Aussi, la marge probable est aussi élevée, même si elle est affectée par les charges fixes, ça va vous donner quand même une rentabilité considérable. Et n'oublions pas que chaque fois qu'on parle d'accroître la rentabilité, on le fait toujours en se penchant à une rentabilité qui existe. Quand est-ce que l'entreprise est rentable? L'entreprise est rentable tout simplement lorsqu'elle parvient à réaliser un chiffre d'affaires qui couvre l'ensemble de ses charges. On parle de rentabilité zéro ou encore seul de rentabilité. Donc si je vends pour 50 millions et que mes charges fixes font 50 millions, ça c'est nul, je n'ai pas payé, je n'ai pas gagné, mais quand même je suis là sur le point de rentabilité. Parce que le seuil de rentabilité, simplement, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, c'est la somme des recettes, l'ensemble de vos ventes, n'est-ce pas, pour lesquelles, ou bien, en fait, à partir desquelles, permettez-moi, vous parvenez à couvrir l'ensemble de vos charges, voilà, et de vos dépenses. On va remercier Guy Talla pour son premier jet. Il a dit tellement de choses intéressantes. Je suppose qu'à la maison, vous commencez un peu à être édifié. Il a parlé par exemple de la communication, il a parlé de la prospection, il a parlé du marketing. Il a essayé déjà de vous donner des pistes sur les secrets, les astuces pour comment rentabiliser son entreprise. Je rappelle, l'émission est en direct. Vous pouvez participer en nous envoyant vos préoccupations, vos questions par SMS ou par WhatsApp. Le numéro est bel et bien inscrit en bas de l'écran. Alors, je vais me tourner vers notre invité qui écoutait jalousement, assidûment, de manière pointue. Alors, Monsieur Job Tatke, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que notre expert vient de détailler là, en tant que chef d'entreprise, en tant que praticien, en tant que celui qui au quotidien a des employés, des personnes à gérer? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit? Comment vous procédez en même temps? Absolument, je pense que ce qu'a évoqué monsieur Talla, voilà, je pense que c'est le canevas qu'il faut suivre.
Mais seulement, lorsqu'on parle d'accroître son revenu, sa rentabilité, voilà, il faudrait déjà se situer. La rentabilité, elle est financière, je suppose. Absolument. Parce qu'une entreprise peut être rentable, mais pas que sur le plan financier. Financier. C'est ça que j'ai évoqué de rentabilité. Oui. Financier. Financière, tout à fait. Donc, ça sous-entend que l'entreprise existe déjà. Tout à fait. Bon, seulement, sur le terrain, vous l'avez si bien dit, sur le terrain, souvent, nous sommes confrontés à d'autres réalités. C'est un peu comme la conduite. Tout à fait. À l'auto-école, on vous apprend qu'il ne faut pas violer un feu, il faut pas, mais parfois vous êtes dans des situations d'extrême urgence où vous êtes obligé de violer un feu rouge, par exemple. Donc, sur le terrain, à mon avis, avant de parler d'accroître la rentabilité, je crois qu'un chef d'entreprise logique et rationnel devrait commencer par asseoir l'entreprise, commencer par établir un véritable mécanisme de fonctionnement, de gestion même de la dite entreprise. Ça passe par quoi? Ça passe par un personnel qui est stable et qualifié, parce qu'il faut le dire, peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais en réalité, le personnel constitue, je dirais, pratiquement 80% de la force d'une entreprise. Vous voyez? Alors, lorsqu'on n'a pas réussi à ce niveau, le casting, votre entreprise n'ira nulle part. Il m'est arrivé parfois pour certaines structures que je mettais sur pied de passer 3 ans à rechercher la bonne personne. Parce que nous vivons dans un environnement au Cameroun où les jeunes ne cherchent plus du travail, ils cherchent de l'argent. Du coup, c'est très difficile d'avoir des bonnes personnes. Ils ne cherchent pas le travail, non, ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent. Sans le travail. Oui, sans le travail. C'est-à-dire qu'il est là face à ce qu'il a accompli comme tâche. Et ce qui l'intéresse, c'est le salaire. Je dois gagner combien? La fin du mois, c'est quand? Ainsi de suite. Donc, je dirais qu'il faut commencer par là. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, je dirais commencer par asseoir d'abord, à stabiliser d'abord l'entreprise. Parce qu'il ne sert à rien de gagner le milliard et de n'avoir pas une stabilité. Ça veut dire que vous êtes en train de construire sans fondation. Donc, c'est important de commencer par là. Donc, je dirais, je suis d'accord avec ce que M. Talla disait, mais s'il fallait ajouter quelque chose, j'ajouterais cela. Commencez d'abord par asseoir votre entreprise. Ça passe par quoi? Le bon casting. Après le bon casting, le produit que vous vendez, est-ce qu'on a même besoin de ce produit? Parce qu'il y en a qui vendent également des produits dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je vais prendre un exemple. Vous allez dans un village, voilà, vous allez dans un village où il n'y a pas d'électricité. Et puis vous décidez de, je vais dire quoi, peut-être de créer une boîte de nuit. Il n'y a pas d'électricité. Vous faites comment pour avoir une boîte de nuit dans ce village? Vous allez utiliser tout le temps le groupe électrogène et ça ne donne pas avec le climat boîte de nuit et tout. Absolument. Donc je pense qu'il faut commencer par stabiliser le personnel, stabiliser la clientèle. Stabiliser la clientèle, ça passe par qu'est-ce que je vends? Est-ce qu'on a besoin de ce que je vends? Donc à mon avis, à partir de là, on peut penser donc comment accroître la rentabilité. Et encore, à ce niveau, il faut voir, est-ce qu'on parle de rentabilité sur le chiffre d'affaires ou alors on parle de rentabilité sur le profit? Parce que vous pouvez faire 10 000 francs de chiffre d'affaires mensuel, par exemple, et vous avez un profit de 1 000 francs. Si c'est le profit qui vous intéresse, M. Talla l'a dit, réduisez les charges. Trouvez un moyen pour réduire les charges et forcément le profit augmente. Parce que après, il ne faut pas oublier que chaque fois que vous augmentez votre rentabilité, forcément l'entreprise aura de nouvelles exigences, ce qui va impliquer également de nouvelles dépenses. Et forcément, vous restez au même niveau. C'est-à-dire que vous faites 10 000 pour 1 000 francs de bénéfices, quand vous ferez 20 000, ce sera pour 2 000 francs de bénéfices. On a souvent tendance à croire qu'une entreprise qui fait 100 millions, forcément, le patron, il est très riche. Il est très riche. Et pourtant, comme le papa, comme ça, Nana Payong disait, dans une équipe de football, vous pouvez marquer 10 buts et vous encaissez 9. Absolument. En fait, vous menez juste d'un but. Donc voilà un peu ma première contribution. Voilà. Je rappelle, c'est M. Diop Tadke, c'est un chef d'entreprise. Il est un habitué, il est sur le terrain au quotidien et on dit souvent il y a la réalité des choses et les choses de la réalité. Alors M. Guitala, une réaction après l'intervention de notre invité qui est revenu sur des aspects plus pratiques du terrain. Tout à fait. Ce que je répondrai à M. Diop, c'est juste que c'est bien vrai que trouver la personne qu'il faut pour mettre à place qui lui convient est difficile dans le monde de l'emploi.
Parce qu'il y en a aussi qui fabriquent des faux CV, d'autres des fausses expériences. Nous savons comment ça marche. Absolument. Mais dans tous les cas, moi, ce que je peux vous conseiller, parce que quand nous parlons d'accroître la rentabilité, on sous-entend que le système de gestion a été mis sur pied déjà. Donc aussi, lorsque ce système a été mis sur pied, moi, ce que moi je peux vous conseiller, M. Job, c'est que quoi, vous pouvez prendre beaucoup de stagiaires. C'est-à-dire vous pouvez cibler une école ou peut-être vous prenez des stagiaires chaque année. Ces stagiaires-là, vous faites en sorte que vos employés qualifiés les forment au fur et à mesure. Chaque vacances-là, ils viennent. Vous pouvez même leur faire un petit enveloppe de 15-20 minutes juste pour les dire c'est pour vos cahiers et tout. Avec le temps, vous êtes en train de cibler, vous êtes en train de travailler sur le long terme. Lorsqu'ils vont bien maîtriser vos produits et comment vous fonctionnez, ça sera tellement facile à un moment donné de les rappeler et de négocier, étant sûr que celui-ci que je mets ici, il a été préalablement formé. Tout à fait. Ça, c'est aussi un aspect très technique pour le faire. C'est ce que j'ai conseillé en fait, auprès de Dieu, à prodiguer ces conseils déjà à plusieurs chefs d'entreprise et ça a marché. Donc, du coup, ça, c'est aussi un aspect. Déjà aussi, pour ce qui est de. Il y a l'autre volet là, que vous avez énoncé, le volet marketing, déjà le ciblage. Donc, quand je parle du marketing, par exemple, je parle du marketing avec tout ce qui l'englobe là, le ciblage et tout le reste. Parce que si on va accroître la rentabilité, ça veut dire que quoi? Soit on a dans une cible où on a, n'est-ce pas, fait une cible à laquelle on développe les actions marketing, soit il y a des cibles nouvelles, ou des marchés nouveaux que nous voulons conquérir. Dans tous les cas, on sait que les cibles résultent d'études de marché. Si on fait une étude de marché, elle est bien faite, on va cibler, on saura que notre produit ça aimé ou bien ça acheté ici. Parce que l'objectif des études de marché, au fait, c'est quoi? C'est de pouvoir écouler les produits ou les services. Parce qu'on va bien préciser que l'entreprise n'est pas que commerciale. Donc c'est un peu ça, mais sinon quand même pour aussi l'aspect réglementation de l'évoquer, que bon les feux et tout, bon, sur le pays, mais un homme d'affaires doit aussi faire avec, mais dans tous les cas, nous savons que quand nous violons les feux, si on nous attrape, ça fait encore des charges, en plus il y a les contraventions. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes en direct, c'est le rendez-vous des entrepreneurs tous les jeudis. Il y en a qui nous prennent à l'instant, je rappelle, notez déjà dans vos agendas, c'est tous les jeudis, lorsqu'il est 16h30 jusqu'à 18h, c'est 90 minutes, le temps d'un match de football. Nous discutons sur des problématiques et des questions liées à l'entrepreneuriat. Et cet après-midi, nous parlons de comment accroître la rentabilité de son entreprise. Et nous avons la chance d'avoir sur le plateau un enseignant, mais surtout un chef d'entreprise avec qui nous essayons de partager leurs expériences et d'échanger avec vous à la maison pour partager aussi avec vous. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer à l'émission. Le numéro de téléphone est inscrit au bas de l'écran. Envoyez-nous vos messages. Nous commençons déjà à les recevoir. À moins de 30 minutes de la fin de l'émission, nous allons répondre à toutes ces préoccupations. Alors, Monsieur Talla, vous avez parlé tout à l'heure de fidéliser les clients. Vous avez parlé de la prospection. Vous avez parlé également de l'aspect communication qui sont des clés, des éléments importants. Vous avez également parlé du marketing. Alors, que dire donc de l'optimisation de la gestion financière et la réduction des dépenses? J'ai eu dire également que ce sont des éléments importants pour augmenter la rentabilité de son entreprise. Tout à fait. Pour ce qui est de l'optimisation, vous avez dit? Optimisation de la gestion financière et la réduction des dépenses. Tout à fait. Bon, pour ce qui est de la réduction des dépenses, d'abord, je commence par là. Vous savez, toute entreprise, n'est-ce pas, a des besoins, n'est-ce pas, qu'elle ne peut, n'est-ce pas, s'en passer. Par exemple, il y a des besoins de matériel, des fournitures de bureau, par exemple. Il faut les acquérir chaque fois. Donc, du coup, pour facilement aussi réduire les dépenses, on peut aussi essayer d'utiliser ce levier-là. Mais si on est une très petite entreprise, les dépenses, n'est-ce pas, ou le budget alloué à ce poste-là, la plupart du temps n'est pas très élevé. Quand on est une PME ou une grande entreprise, ces dépenses sont quand même colossales. On va essayer, dans tous les cas, si on est une grande entreprise ou une PME, je vais le dire, on peut quand même se jouer facilement, n'est-ce pas, de ça. On peut essayer de voir comment acheter uniquement la quantité qui sert. C'est-à-dire on évite d'acheter, n'est-ce pas, une quantité telle que les employés vont, n'est-ce pas, aller vers le chemin du gaspillage. Mais si on est une très petite entreprise, quand même, je sais que ces fournitures-là, c'est des dépenses, mais du coup, ça ne les coûte pas. Et maintenant, pour ce qui est de l'optimisation financière, ce que je vais dire simplement, c'est que quoi? Une entreprise qui veut grandir, qui veut financer sa croissance, déjà, doit se battre à éviter beaucoup plus l'emprunt. C'est-à-dire, elle ne doit pas beaucoup emprunter parce que l'emprunt pourrait constituer pour lui, à un moment donné, un goulot d'étranglement.
la pression des banques, elle n'est pas facile. Donc du coup, qu'est-ce que peut dire simplement là, c'est que l'entreprise doit beaucoup plus se battre à générer ce qu'on appelle son propre autofinancement pour essayer d'éviter les charges d'emprunt. Parce que les dettes financières, telles que l'emprunt, c'est beaucoup plus ça que les hommes d'affaires et entrepreneurs, n'est-ce pas, recherche pour se financer, est bon comme c'est aussi mauvais. C'est bien d'emprunter, c'est vrai, mais il faut quand même avoir plus de 50%, n'est-ce pas, au moins je peux dire 80% ou 75% minimum, n'est-ce pas, des fonds même propres avant de prendre 25%. Donc pour ma part, il faut essayer de voir les fournitures, de voir aussi peut-être les factures d'énergie. Si on est dans un hôtel par exemple, lorsqu'il n'y a plus de clients dans les chambres, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un responsable qui aille, oui, tout à fait, laisser l'éteindre, tout ça. Si la clim qui tourne là, s'il n'y a plus de clients qu'on éteint dans les chambres où c'est vide, parce que moi j'ai été pragmatique. Ça c'est aussi, si on réduit aussi dans un hôtel par exemple, si on réduit peut-être la consommation d'électricité qui conçue pour eux une très grande charge, parce que l'hôtel consomme de l'énergie. Donc si on fait la ronde pour essayer chaque fois d'éteindre ces lampes-là et aussi de fait d'éteindre tout ce qui peut, n'est-ce pas, consommer l'énergie et c'est traduit par une charge pour l'hôtel. Si on essaie chaque fois de les mettre, de les éteindre, je dis ça comme ça, du coup ça réduira les charges. Et aussi pour les fournitures, j'ai dit qu'il faut essayer d'acheter la quantité qu'il faut pour éviter le gaspillage. Et maintenant, pour l'aspect financier, honnêtement parlant, évitons au maximum l'emprunt. L'emprunt est bien, mais l'emprunt est bien quand on a une certaine taille. Absolument. Parce qu'avec certaines tailles, on a une capacité d'autofinancement élevée. L'autofinancement lui-même, il est considérable. Mais si vous commencez et que vous ne parvenez même pas à réunir 50% n'est-ce pas, de ce que vous voulez financer, et vous recourez à l'emprunt, honnêtement parlant, l'emprunt a une charge que vous devez payer chaque fois. Si vous avez choisi de rembourser votre emprunt par mois, vous connaissez, vous devez payer chaque fois l'intérêt. Que vous ayez vendu beaucoup ou pas. Donc du coup, c'est un très grand problème. Merci, M. Guitala. Je rappelle, nous sommes en direct. Hein, et merci déjà à tous ceux qui nous envoient les SMS. Rassurez-vous, en fin d'émission, nous allons prendre le temps de répondre à toutes ces préoccupations. Je rappelle, nous parlons cet après-midi de comment accroître la rentabilité de son entreprise. N'oubliez pas, lorsque vous posez vos questions, de signer par votre nom, mais surtout, actualité oblige, vous nous donnez votre pronostic par rapport au match Cameroun-Égypte tout à l'heure à Olembe à 20h. N'oubliez pas, vous signez, vous posez la question et vous donnez votre pronostic. Alors, Monsieur Diop, au CEFPAM, vous qui avez choisi de faire dans la formation professionnelle, comment est-ce que vous faites pour accroître la rentabilité de vos différents business? Comment est-ce que vous faites? Alors, concrètement et de manière pratique, ce que je fais en réalité, c'est de voler vers de nouvelles horizons. Oui. J'essaie de chercher des marchés qui ne sont pas encore explorés. Par exemple, là, nous sommes en train d'explorer la ville de Douala. La ville de Douala. Voilà, puisqu'à Yaoundé, nous avons... C'est bien un territoire conquis, on va le dire ainsi. Presque conquis. Presque, mais nous anticipons déjà vers la ville de Douala. Ouais. Et de cette façon, nous espérons pouvoir fructifier déjà le revenu de l'entreprise. Mais je voudrais, si vous permettez, pour ne pas oublier, revenir sur un point que M. Tala a évoqué. Absolument. Parlant de... L'optimisation? Non, de la question des financements. Voilà, je voudrais dire l'emprunt. Je voudrais dire qu'en réalité, tout chef d'entreprise qui voudrait améliorer le climat économique du pays dans lequel il se situe devrait collaborer avec les banques. En principe, tout chef d'entreprise. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression que nous sommes dans un pays pauvre. Pourtant, le Cameroun, c'est un pays riche. En réalité, nous avons l'impression que nous sommes dans un pays pauvre. Et le fait de collaborer avec les banques vous fera déjà grandir et permettra en réalité aussi au système économique, sans être économiste, hein, je m'avance juste en tant que chef d'entreprise, permettrait également au système économique de tourner. Imaginez une banque que vous offre un financement de 250 millions avec des intérêts qui vont, je dis n'importe quoi, peut-être sur 50 millions. Vous aurez 300 millions à rembourser peut-être sur une période de 10 ans. Alors une vraie entreprise sur une période de 10 ans vous demande de produire 300 millions, mais c'est rien. Vous avez juste besoin de 2 ans ou 3 ans pour rembourser. Mais la banque a 50 millions qu'elle doit réinjecter dans le circuit. Donc je crois que ce conseil peut-être devrait s'adresser aux plus jeunes qui débutent dans les affaires. Dans les affaires. Qui doivent éviter... Les TPE par exemple. Bon, même les TPE, parce qu'aujourd'hui quand on parle de... Nous sommes considérés comme TPE. Comme TPE. Nous sommes considérés comme TPE, c'est-à-dire très petites entreprises. Mais nous traitons avec énormément de structures de financement et nous prenons des financements parfois assez considérables pour pouvoir exister. Mais nous sommes considérés comme TPE. Donc,
Je pense qu'on doit parler peut-être des entreprises qui démarrent, qu'il n'est peut-être pas bon de démarrer sur le coût d'un financement. Parce que c'est à ce niveau que ça présente un certain risque. Parce que vous ne savez même pas dans quoi vous entrez, vous ne savez même pas où vous allez. Et vous avez emprunté. Et vous avez déjà emprunté. Vous travaillez à crédit. Vous travaillez à crédit. Après, il faut rembourser. Il faut rembourser. Et si vous faites face à certaines réalités, je l'ai vécu une fois à Douala, j'ai mis sur pied une structure, excusez-moi, c'est pas toujours facile. Ouais, j'ai mis sur pied une structure à Douala qui n'a pas tenu un an. Un an. La structure n'a pas tenu une année et c'était un emprunt. Alors, il fallait qu'une autre structure puisse travailler l'argent pour rembourser ce crédit. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que quand j'allais à Douala, je ne connais même pas la ville de Douala, je ne connais même pas la population, je ne sais même pas quels sont les besoins de la population, mais je m'aventure juste parce qu'on dit, Douala, il y a la foule, allons-y, faisons un truc. C'est la ville économique. C'est la ville économique, voilà. Et tout le monde a ce truc en tête qu'à Douala, peu importe ce que tu fais, ça donne. Ça va marcher. Bon, je me suis dit, ok, allons-y, si à Douala, peu importe ce que tu fais, ça donne. Allons-y, faisons un truc, on verra si ça va donner. On a fait un truc avec un crédit et ça n'a pas donné. Parce qu'on n'a pas pris en compte beaucoup de paramètres que M. Tala a énoncés tout à l'heure. Il n'y a pas eu une véritable étude de marché, l'étude même business de la model, zone, business le business. Quoique tout cela a été préparé, Ouais. on a fait un business plan. Un business model, on a fait tout cela puisque la banque ne vous finance que sur cette base. On a fait tout cela, mais en réalité, il y a des données que nous n'avions pas pris en compte, que nous constatons sur le terrain. On se dit, ah ça, c'est pas de ça qu'il était question dans le business plan. Dans le business plan. Voilà, donc c'est juste une parenthèse pour dire que, en fait, les chefs d'entreprise ou les hommes d'affaires ont besoin en fait des bailleurs de fonds pour exister même, je dirais ainsi. Donc c'est un mariage oui, c'est un mariage, oui, non, il le faut. C'est un mariage intéressant. Oui, il le faut. Au contraire, au Cameroun, on n'a pas assez de... Les banques ne sont pas suffisamment flexibles. Les banques n'accordent pas des financements à monsieur tout le monde. Absolument. Parce qu'ils mènent énormément d'enquêtes pour vous accorder des petits financements. Et c'est ça qui parfois plombe un peu l'univers des affaires. Ça veut dire que vous avez un marché qu'il faut exécuter, vous avez besoin d'argent sous 24 heures, mais la banque va vous tuer une semaine. Wow. Et après, il y a des retards, il y a donc. C'est ça en réalité le problème. Mais si c'était plus flexible à ce niveau, je crois que les choses iraient beaucoup plus vite. Bon, pour revenir à la question, comment est-ce que nous faisons pour accroître la rentabilité? Notre rentabilité, c'est que nous multiplions les produits, nous multiplions les offres, nous créons un peu plus de produits. Dans une structure, nous avons un produit que nous commercialisions. Il coûtait 5 000 francs. Alors, pour qu'on gagne un peu plus sur ce produit, il nous a fallu créer une valeur ajoutée à ce produit qui devrait coûter 2 000 et qui est la condition pour utiliser le produit de 5 000. Ça veut dire que... Est-ce qu'on peut schématiser cela? Bon, je ne vais pas donner les noms des produits ici. Ouais, je vais juste dire, supposons que je vous vends une bouteille de whisky qui coûte 5 000 francs. 5 000 francs, voilà. Alors, mais je vous fais comprendre, et au bout d'un certain temps, je me rends compte que je veux accroître le revenu à ce niveau. Mais je ne peux pas augmenter le prix de la bouteille de whisky. Parce que vous savez que cette bouteille coûte 5 000 francs. Si j'augmente le prix, vous risquez aller acheter ailleurs et je risque de perdre les clients. Et au contraire, je n'aurai pas l'effet recherché. Alors, qu'est-ce que je fais? À cette bouteille de whisky, j'associe peut-être un diluant qui coûte 2 000 francs. Et je vous fais savoir que le whisky ne se consomme pas sans diluant. C'est obligatoire. Le whisky de 2000, vous devez l'associer obligatoirement au diluant. Alors à partir de ce moment, sur le diluant, même si je n'ai que 500 francs de bénéfice, ça fait 500 déjà de plus sur le revenu de l'entreprise. Donc, c'est de cette façon que nous essayons d'accroître et aussi, comme je l'ai dit, explorer des territoires qui ne sont pas encore véritablement conquis, en évitant de se frotter à une concurrence accrue. Parce qu'il y a des environnements où, lorsque vous voulez vous implanter, vous vous rendez compte que la concurrence, elle est importante, évitez. Parce que encore, nous sommes en Afrique, vous savez, il y a des histoires d'empoisonnement. Des pratiques mystiques. Voilà. Donc, évitez de vous aventurer sur un certain type de terrain. Là, je parle de notre cas. Votre cas. Donc, nous préférons toucher des territoires où nous serons pratiquement les premiers. C'est-à-dire que les premiers arrivés là-bas, et quand les autres ils arrivent, nous on a fini, on passe à autre chose. Alors, comment est-ce que vous faites pour fidéliser vos clients? On a parlé de fidéliser les clients. Alors, quelle est la stratégie que vous utilisez dans votre communication? Puisque de ce que vous expliquez, ça signifie que vous mettez un accent particulier sur la communication et le marketing. Alors, pour fidéliser vos clients, qu'est-ce que vous faites? Pour fidéliser la clientèle, je dirais que ça dépend du produit que vous avez à vendre. Absolument. Voilà, ça dépend du produit que vous avez à vendre, mais de manière générale, le client est fidèle
lorsqu'il trouve son compte, Son chez, compte vous, chez vous. et lorsqu'il se rend compte que vous êtes sans cesse en évolution. Lorsque le client se rend compte que votre entreprise présente chaque jour du nouveau. Je vous dis, je travaille avec mon épouse. Hein. Nous travaillons ensemble, nous faisons beaucoup d'affaires ensemble. Et elle a des produits qu'elle propose aux dames, les mèches et tous ces trucs de femmes-là. Ouais. Alors, je lui dis souvent, la femme qui achète un sac chez toi aujourd'hui, lorsqu'elle reviendra demain acheter un sac, est-ce qu'elle aura l'impression que c'est la même entreprise qui lui vend le sac? Parce que l'être humain aime la nouveauté. La nouveauté. Vous voyez? Vous-même, lorsque vous avez une nouvelle paire de chaussures, vous allez porter cette paire de chaussures au moins pendant la première 3-4 semaine, jours. au moins La 3 première fois. semaine, voilà, avant de passer à autre chose. C'est pareil quand on a une nouvelle voiture ou bien une nouvelle maison et tout. L'être humain aime la nouveauté. Alors, il faudrait que dans votre entreprise, que le client qui vient 7 jours sur 7, à chaque fois qu'il vient, qu'il ait l'impression de ressentir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, ça, c'est les stratégies que nous mettons en œuvre et jusqu'ici, elles portent du fruit. Ça signifie que si vous allez dans un restaurant et que vous avez l'habitude de vous asseoir sur un canapé juste avec un tissu ordinaire, la prochaine fois quand vous reviendrez, si vous vous rendez compte que ce tissu est passé du simple au cuir, vous aurez l'impression qu'en fait, c'est nouveau ça. Vous reviendrez prochainement et quand vous reviendrez, si vous vous rendez compte qu'il y a un climatiseur qu'on a ajouté juste à côté et ainsi de suite. Ça fidélise le client. Parce que le client aime le nouveau. Et aussi, si vous restez statique, vous allez vieillir, vous allez stagner et après vous allez mourir. Donc, une entreprise doit être sans cesse en quête de nouveauté. Sans cesse en quête de nouvelles astuces. Je regarde souvent nos compagnies de téléphonie là, qui se jettent souvent des flèches, des produits par-ci, par-là, qui en fait à la fin c'est la même chose. Mais c'est juste pour vous donner l'impression que c'est nouveau. C'est l'innovation. On vous dit aujourd'hui il y a un code promo, demain on vous dit il y a un nouveau code promo, après on vous dit il y a un nouveau code promo. Et tout de suite quand on dit nouveau code promo, vous oubliez l'ancien, vous courez là-bas. Après on dit il y a un nouveau, vous oubliez, vous courez là-bas. En fait c'est de cette façon que nous essayons de fidéliser notre clientèle. C'est-à-dire chaque fois, nous proposons du neuf à partir de ce que nous avons. Nous essayons juste de rendre nouveau ce que nous avons à la base. Et voilà. Et c'est à partir de là que les clients reviennent et continuent. Et ceux qui sont là, là restent. Bien sûr. Ils font votre publicité à ceux qui ne sont pas encore là. Tout à fait. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est comme ça tous les jeudis, 16h30, 18h. S'informer, se former, apprendre, comprendre, pour bien entreprendre sont nos leitmotifs. Nous avons décidé à travers ce programme de vous permettre, vous, à la maison, de pouvoir mener à bien votre projet entrepreneurial. Il est important, mesdames et messieurs, avant de vous lancer dans la mise sur pied d'une entreprise, de maîtriser les clés, d'avoir les outils qui vont vous permettre de vous pérenniser et de durer. Monsieur Guitala est toujours des nôtres cet après-midi. Je rappelle, l'émission est en direct. Vous pouvez participer à travers le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, Monsieur Tala, nous évoluons dans les secrets, les techniques pour pouvoir accroître la rentabilité de son entreprise. Nous avons parlé de la prospection, du marketing, l'optimisation de la gestion financière. Et un élément également sur lequel je voudrais avoir votre substance, on parle de réviser les offres de prix. Alors, est-ce que cela peut être considéré également comme une astuce pour accroître la rentabilité de son entreprise? Réviser les offres de prix. Ok, tout à fait, monsieur Armstrong, parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, dans la phase d'étude de marché, il y a ce qu'on appelle le prix psychologique. C'est-à-dire, il y a des prix pour lesquels, même quand le client veut acheter, et peut-être qu'au vu du produit, si c'est le prix qui est fixé, n'est-ce pas, pour ce produit, ça veut dire que c'est de mauvaise qualité, parce qu'il est trop bas par exemple, ou bien si le prix il est trop élevé, même si c'est un bon produit, mais tout le monde n'a pas assez de moyens pour l'acquérir. Donc réviser les prix à un moment donné peut aider. Si nous voyons que nous avons un article que nous vendons à 50 000 et que nous avons une marge de 5 000 et que pour écouler 10 articles par mois, c'est très compliqué, on peut essayer de baisser ce prix-là, c'est-à-dire même pour une marge de 3 000, c'est-à-dire on peut le vendre à 47 000 par exemple. Pour faire quoi? Pour augmenter les ventes. Plus les ventes augmentent, plus aussi le bénéfice augmente, même s'il est minime à la base. Mais si on multiplie les ventes, le fait de la marge, pardon, là va aussi augmenter. Quand la marge augmente aussi,
ça va aussi améliorer la rentabilité. Parce que la rentabilité à la base dépend de la marge qu'on a à la base. Et la marge, c'est quoi? Pour un commerçant, je n'ai pas de marge commerciale qui est sur la différence de son chiffre d'affaires ou ses recettes avec l'ensemble, n'est-ce pas, avec son coût d'achat. Quand c'est un prestataire de service, l'ensemble de ses recettes aussi, moins le coût de la prestation. Ça donne sa marge avant qu'on intègre les autres charges. Donc, si la marge est là positive, c'est bien. Ça ne veut pas dire que le produit ou l'activité est bonne. Mais il faut juste chercher des leviers pour le faire. Donc, réviser les prix, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut les réviser. Si je suis leader sur le marché, je peux réviser ces prix à la hausse. Prenons un peu le cas de, je crois, c'est Eneo, le leader. C'est-à-dire, je suis pas le leader, pardon. Je suis le seul sur le marché, j'ai le monopole. Quand une structure a le monopole, elle peut fixer les prix comme elle veut. Bon, sauf à l'État de réguler ces prix-là pour nous, n'est-ce pas, les consommateurs du bien et du service. Dans ce cas, sa rentabilité va augmenter, c'est sûr. Mais si vous n'êtes pas leader et vous devez aussi essayer d'avoir votre part de marché, vous essayez, n'est-ce pas, de baisser ainsi, même de quelques francs là, pour pouvoir permettre à ceux qui veulent acquérir le produit de venir l'acquérir. Mais avant ça, il est question d'abord pour vous de faire une petite étude de marché à travers un questionnaire. Vous adressez, n'est-ce pas, à vos potentiels clients ou aux potentiels prospects pour savoir pourquoi ils n'achètent pas votre prix. Si vous voyez que c'est à cause du prix, cela vous pouvez penser à une révision. Mais vous devez faire une révision de prix bien encadrée. Donc, il ne faut pas que la révision de prix à la hausse ou à la baisse, n'est-ce pas, finisse par donner un effet inverse. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait une rentabilité plutôt réelle, plutôt des pertes, c'est-à-dire une rentabilité négative. Parce que la rentabilité peut être aussi comme négative. Donc, c'est un peu ça. Donc, la révision n'est pas aussi mal, comme, n'est-ce pas, comme levier, n'est-ce pas, pour accroître le chiffre d'affaires. Merci, Monsieur Guitala. Je rappelle, vous avez encore 10 minutes pour nous envoyer vos questions et vos préoccupations, mais aussi vos contributions. Et après cela, nous allons bien sûr passer à la phase des réponses. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre invité. Je rappelle, il est là également pour parler de ses activités en tant que promoteur d'un centre de formation professionnelle, d'une auto-école, d'un institut de beauté. En fait, il a plusieurs cordes à son arc. Et avec la complicité de la technique, nous allons faire passer quelques images à l'antenne. Et avec notre invité, nous allons commenter et rentrer de plein pied dans les activités de notre chef d'entreprise. À la maison, ils sont nombreux et peut-être à travers les activités que vous menez, vous aurez peut-être des nouveaux prospects ou alors des nouveaux partenaires et des nouveaux clients. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du CEFAM en profondeur, Monsieur Diop Tatke? Pendant ce temps, on aura les images à l'antenne et on va en parler. Le CEFAM, c'est une école de formation, entendez, centre de formation professionnelle des arts et métiers. Nous formons en gestion, en audiovisuel, multimédia, informatique, les métiers de la beauté et les métiers de la restauration que nous allons démarrer cette année. Le CEFAM est mis sur pied en 2016 et nous avions pour objectif de former et d'encadrer les jeunes, de les orienter vers l'insertion. Et chemin faisant, nous avons donc bénéficié de la confiance du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui nous permet chaque année de former plusieurs centaines de jeunes. Là, nous voyons à l'instant d'une bourse. Les images de la cérémonie de remise des attestations à la promotion 2019 par Monsieur le ministre Moumouna Futso. Oui. Cette image, c'est une de nos salles informatiques. Je crois qu'ils sont en cours d'infographie parce que je remarque là un enseignant en infographie. Donc je pense qu'ils sont en cours d'infographie. Comme je disais, depuis quelques années, nous nous efforçons tant bien que mal à former des jeunes et puis surtout à les orienter vers l'auto-emploi. Voilà, parce qu'il faut le dire, un entrepreneur, c'est un créateur d'emploi, un créateur de richesse. Donc nous formons beaucoup plus des entrepreneurs. Et pour ceux également qui ont des compétences, nous les insérons dans des entreprises. Et ça, c'est l'un des éléments qui m'a intéressé lorsque j'ai regardé vos fiches. Dans votre processus de formation, ça s'achève toujours par l'emploi. Ça veut dire que vous ne formez pas seulement, mais vous vous rassurez que les personnes que vous avez formées puissent être insérées. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect de l'insertion sociale? Est-ce à dire que vous avez des partenariats avec plein de structures pour pouvoir accueillir ces apprenants qui viennent nombreux chez vous, j'imagine?
En fait, nous essayons de proposer directement la main-d'œuvre que nous formons en fin de formation. Oui. Et en quelques années, nous avons réussi quand même à nous constituer un certain carnet d'adresses, ce qui fait que certaines entreprises parfois nous contactent directement pour que nous mettions à leur disposition la main-d'œuvre. Mais au quotidien aussi, nous avons une équipe qui sillonne les offres d'emploi et propose directement la main-d'œuvre que nous formons. Cela c'est pas comme une agence de placement, ça dit que c'est pas payant. C'est pas payant. C'est la conséquence de la formation qui a été reçue chez nous pendant 12 mois. Donc tout le monde aussi, il ne faut pas se mentir, tout le monde aussi n'est pas inséré. Parce que si par an nous formons 500 jeunes, nous allons nous efforcer à insérer un peu plus de la moitié par là. Et encore, que souvent même la responsabilité incombe aux jeunes qui après la formation disparaissent dans les quartiers et puis ne reviennent plus vers l'établissement. Mais dans tous les cas, nous faisons de notre mieux pour pouvoir insérer le maximum de jeunes. Et nous bénéficions dans cette mission-là de l'accompagnement du CMPJ de référence. De référence de Mimboman? Non, de référence de Yaoundé à Madagascar. Absolument. Voilà, qui a un incubateur, qui accueille également les jeunes et pour certains, ils bénéficient même des financements. Donc voilà un peu comment fonctionne ce mécanisme d'insertion post-formation. Un autre aspect, c'est la dimension sociale qui m'a également intéressé dans vos activités, dans votre mission. Alors, comment est-ce que ça se passe? J'ai cru entendre qu'il y a un volet réservé aux personnes désœuvrées, démunies, les orphelins, les personnes qui n'ont pas la possibilité de payer la formation. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Oui, ça se fait sur recommandation. Parce que nous essayons, notre mission aussi, c'est d'accompagner l'action gouvernementale pour l'encadrement et l'épanouissement des jeunes. Et en dehors de ceux qui bénéficient de la bourse dans le cadre de la convention que nous avons avec le MINJEC, il y a une catégorie également qui peut bénéficier d'un suivi absolument gratuit. Ça, c'est ceux qui sont recommandés, soit par un centre social, soit par une structure d'encadrement des personnes désœuvrées. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont pris en charge toute la formation jusqu'à la sortie. Ils n'ont pas un copec à débourser. Wow. Ici, je parle de ceux qui sont recommandés par des agences d'encadrement des personnes désœuvrées. Voilà. Mais ceux qui bénéficient de la bourse, ils ont quand même un taux qui le déboursent. Voilà. Voilà. Alors, vous regardez la caméra principale là et vous dites aux téléspectateurs qui peut intégrer le CEFPAM? D'emblée, tout le monde peut intégrer le CEFPAM. Tout le monde peut intégrer le CEFPAM, à la différence que si vous êtes jeune, âgé entre 15 et 35 ans et que vous êtes détenteur d'une carte jeune biométrique, vous avez la possibilité d'obtenir une carte jeune biométrique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un instrument qui a été mis sur pied par le ministère de la Jeunesse. Je ne voudrais pas communiquer dessus parce que je ne suis pas vous n'êtes pas le porte-parole, voilà. Vous faites juste une demande adressée au ministre de la Jeunesse pour obtenir une carte jeune biométrique. Et puis vous bénéficiez d'une bourse de formation au CEFPAM qui vous exonore de la totalité des frais de pension. La totalité des frais de pension. Donc vous acquittez juste de votre inscription et puis les frais connexes liés à la formation, c'est-à-dire l'examen, vos fournitures et tout. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, bon, naturellement, il va sans dire que nous sommes un centre privé. Absolument. Et on parle d'accroître la rentabilité. La rentabilité, il y a des charges. Alors, il va sans dire que vous êtes soumis à un certain nombre de tarifs qui respectent aussi les canaux que le MINEFOP nous impose. Et pour ceux qui sont véritablement désœuvrés, démunis, qui n'ont pas de parents, vous vous rapprochez d'un centre d'affaires sociales ou bien vous vous rapprochez d'une association d'encadrement. Et à partir de là, ils peuvent vous recommander chez nous. Et là, nous allons prendre le relais et vous mener jusqu'à la fin de la formation. Je dirais même jusqu'à l'emploi sans rien vous exiger. Donc ça, c'est en fait la partie, je dirais, missionnaire de notre activité. Voilà, et à quel moment est-ce que les activités au CEFPAM commencent? La périodicité, ça commence quand? Ça s'achève quand? En ce moment, nous sommes à quelle étape? Nous avons une rentrée. La rentrée académique annuelle a lieu en octobre pour les cours du jour et en janvier pour les cours du soir. Actuellement, nous sommes au village de la jeunesse, au musée. Nous sommes impliqués, vous vous en doutez bien, dans les préparatifs de la fête de la jeunesse. Oui. Et nous avons une session qui démarrera en avril, une session en cycle CQP.
exclusivement en esthétique, en gestion des projets, en comptabilité, gestion des entreprises et en gestion des ressources humaines uniquement. Les modalités de participation sont les mêmes? Non, là il ne s'agit pas d'une bourse. Oui, il faut simplement se rapprocher du centre ou alors vous allez sur notre page Facebook. C'est Femmes Arts et Métiers. Et puis vous aurez toutes les informations. Donc ça commence en avril, ça va durer... c'est 12 mois. C'est 12 mois de formation à la fin. 2023, ils vont s'occuper de mars 2023. 23. Ok. Alors, c'est notre invité, il est là, il nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Et il est le promoteur d'un centre de formation professionnelle. À l'instant, il essaye comme ça de vous présenter ce centre de formation professionnelle qui fait de très belles choses pour la jeunesse camerounaise. Alors, je me tourne vers Guy Talla. Intéressant d'avoir un chef d'entreprise sur le plateau qui nous permet de nous plonger dans la réalité du terrain. Alors, un commentaire après cette brillante présentation de son institution, avant de passer à la phase des réponses aux questions. Tout à fait, M. Anson, merci. Déjà, l'initiative de M. Job, elle est bonne parce qu'elle permet déjà à plusieurs, n'est-ce pas, de nos frères camerounais, n'est-ce pas, de se former, c'est-à-dire d'apprendre des métiers et d'exercer à leur propre compte. L'initiative est bonne, tout ce que je peux dire, c'est l'encourager. Mais aussi, afin d'accroître la rentabilité aussi de ces différentes entreprises aussi, si M. Anson, vous me permettez, je voulais ajouter quelque chose. Déjà, pour la fidélisation, je vous ai suivi, n'est-ce pas, énoncer des stratégies que vous avez adoptées. Mais j'aimerais quand même vous recommander, n'est-ce pas, certaines 2 ou 3, en plus de ce que, n'est-ce pas, vous faites déjà. Donc, pour ma part, pour des clients très fidèles, avec qui vous avez fonctionné pendant longtemps, vous pouvez également avoir des petits cadeaux, c'est-à-dire des petites tasses qui ont des marques de votre structure. Branding? Tout à fait, vous voyez que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Symbolique? Et des symboliques, pas trop cher, parce que le coût, vous budgétisez le coût en fin d'année, vous dites voilà, des petites tâches, des petites, c'est pas des petites, en fait, vous allez voir comment concevoir, selon, n'est-ce pas, que le client est grand, une grande personnalité ou bien, vous saurez comment faire. Vous mettez un budget sur pied par rapport à ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément déjà aussi, pour l'auto-école, moi je vous conseille de faire des partenariats. Beaucoup plus avec des écoles. Moi je suis à Smart, sur Stack par exemple. Il y a souvent des vols dans les auto-écoles, ils viennent là, ils envoient le gars, ils baissent les coûts de formation en vacances. Et du coup, je vois souvent prix étudiant. Élèves étudiants, donc du coup c'est aussi une bonne stratégie aussi pour rentabiliser la formation en conduite. Mais aussi maintenant pour chuter, je crois qu'il y avait aussi un dernier aspect là. Ça m'échappe, je dis. Sûrement, ça vous reviendra tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer sans transition à la phase des questions-réponses. Vous êtes nombreux qui nous regardez en direct en ce moment. Je rappelle, l'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les jeudis, 16h30, 18h. Merci d'être là. Merci de nous suivre malgré tous les aléas techniques. Déjà, nous vous présentons nos excuses pour les quelques petits problèmes techniques que vous pouvez avoir à la maison. Les problèmes de réception, c'est la technologie. Mais nous vous promettons de nous améliorer parce que c'est de ça qu'il s'agit également. Mais votre fidélité nous honore. Comment accroître la rentabilité de son entreprise? Vos réactions au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons commencer déjà à répondre aux questions de ceux qui se sont signalés. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Armando Rodriguez. J'aimerais poser une question à vos invités qui est la suivante. Comment gérer les entrées et sorties d'une entreprise pour éviter de faire faillite? Monsieur Guy Talla, on va aller au pas de course. Ok, merci déjà pour la question, c'est mon petit frère. Ouais. Donc déjà, il a dit... Comment gérer les entrées et sorties d'une entreprise pour éviter de faire faillite? Bon, au fait, la gestion des entrées et des sorties d'une entreprise, ce n'est pas tout ça qui conduit à la faillite. Parce que quand on parle des entrées, il s'agit de quoi? Des entrées des immobilisations ou des recettes, des revenus sur les ventes? Prenons l'exemple des entrées financières. Donc, du coup, tout à fait. Donc déjà, la faillite ne vient pas beaucoup plus de là, vous voyez. Parce que là, la faillite vient beaucoup plus de la fraude, du détournement ou de la mauvaise gestion. Vous voyez un peu. Donc, il faut mettre sur pied une bonne gestion. C'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas trop entrer en détail. Alors, monsieur Job, est-ce que un mauvais choix d'investissement peut être à l'origine d'une faillite? Je crois que vous nous avez partagé une expérience personnelle tout à l'heure. C'est toujours une question d'un téléspectateur. Un mauvais choix d'investissement, je dirais, si le marché n'a pas été bien étudié, oui, ça peut forcément conduire à la faillite. Si le marché n'a pas été bien étudié, mais naturellement, vous ne pourrez pas tenir. Maintenant, un mauvais choix d'investissement, c'est dans quel sens? Comment vous faites pour faire même un mauvais choix d'investissement?
Puisque avant d'investir, il y a des prérequis. Il faut savoir, je vais faire dans quoi, quelle est la demande, quel est le problème dans mon entourage que je peux résoudre, ainsi de suite. Donc, voilà. Merci Armando pour la question. Les questions, son pronostic. 1-1, les Lions remportent au tir au but. Voilà. Merci de nous envoyer vos questions et n'oubliez pas de pronostiquer. L'actualité oublie, certes, nous sommes dans le rendez-vous des entrepreneurs, mais le football également, c'est un gros investissement, c'est un gros business. Voilà, Ewaner, fidèle téléspectateur, demande comment étendre et rentabiliser une entreprise qui fait dans la cuniculture après une grande production. C'est Ewaner depuis Bonjongo, Bonaberi. Monsieur Tala. Okay, voilà. C'est très simple. Si vous voulez maintenir, n'est-ce pas, votre activité, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, essayer de faire un nouveau ciblage, c'est-à-dire une nouvelle étude de marché. Ce marché dans lequel vous excellez, n'est-ce pas, si vous l'avez déjà saturé par vos produits, n'est-ce pas, les produits sur votre activité, vous pouvez essayer d'étendre l'étude de marché. Et pour cela, vous pouvez, n'est-ce pas, rejoindre les services. Si vous ne savez pas comment faire de vous-même, vous pouvez rejoindre, n'est-ce pas, un cabinet, n'est-ce pas, de conseil et d'assistance en marketing. Ils pourront vous aider à trouver un marché où vous pouvez vous-même aller essayer, n'est-ce pas, de faire une étude. Ils pourront vous accompagner dans l'étude, n'est-ce pas, afin que cela soit facilement réalisable. Merci. 5 minutes encore, mesdames et messieurs, et nous serons arrivés au terme de notre émission. C'est le temps encore de poser une ou deux dernières petites questions. Nos invités sont là pour répondre. Alors, monsieur Diop, vous qui avez de l'habitude d'aller prospecter, comme vous l'avez dit, comment convaincre des hôtels et pour pouvoir nouer des partenariats, par exemple? C'est toujours un autre téléspectateur qui veut faire dans la cuniculture. Les hôtels, par exemple, pour proposer ces services. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour convaincre un partenaire, par exemple, s'il faut reformuler sa question ainsi? Bon, pour convaincre un partenaire, moi, ce que je fais toujours, c'est que je mets dans la peau de quelqu'un qui vous est absolument indispensable. Oui. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire comprendre au partenaire que vous êtes la personne qu'il attendait depuis tant d'années. Depuis tant d'années. Mais c'est tout. C'est clair. Si vous parvenez à faire comprendre au partenaire qu'en fait, il avait besoin de vous depuis tout ce temps, mais sauf que vous ne vous étiez pas encore rencontrés. Voilà, il faut juste trouver des voies et moyens. Maintenant, il s'agit de quel partenaire? Comme M. Talal a dit, parfois on a besoin en fait des conseils des aînés. Moi, j'ai beaucoup côtoyé des aînés, Eric Alindou et plein d'autres. J'ai rencontré des aînés et je posais des questions. Comment je peux faire ici, comment je peux faire ça? Mais la clé, c'est celle-là. C'est aussi ça l'objectif de cette émission. Voilà, faciliter les échanges. Tout à fait. Réussissez simplement à faire comprendre, parce que vous n'êtes pas le seul à proposer des partenariats. Plusieurs proposent des partenariats. Parfois, moi, j'en reçois des partenariats, des demandes de partenariat au bureau. Et puis, quand j'étudie, rien ne me convainc. C'est juste une proposition plate de service. Voilà les services qu'on vous offre. Voici ce que ça coûte. Il faut bien sûr être sûr que ça va rentabiliser. Exactement. Mais qu'est-ce que je gagne à collaborer avec vous? L'hôtel va se demander, je gagne quoi? Pourquoi vous et non lui? Absolument. Mais si vous réussissez à répondre à cette question, vous avez le partenariat. Très bien. Alors, avant de passer à la prochaine question des téléspectateurs, il y a un élément sur lequel je voudrais qu'on revienne avant de terminer, toujours dans les stratégies pour accroître la rentabilité de son entreprise. Que pensez-vous du conseil, c'est-à-dire se faire de contacter par exemple un expert en la matière pour pouvoir vous accompagner dans le conseil, par exemple? Oui. Que pensez-vous de cette option également? Je pense que c'est une bonne approche. Lorsqu'on n'a pas une certaine expérience, c'est une bonne approche. Il faut toujours se faire accompagner lorsqu'on pense à entreprendre pour éviter de commettre beaucoup d'erreurs. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs parce que je n'étais pas accompagné. Ce n'est pas parce qu'on a une idée forcément qu'il faut la matérialiser. Et qu'elle est meilleure. Et qu'elle est meilleure. Voilà. La première idée n'est pas toujours la meilleure. Donc, il faut prendre le temps de consulter des personnes et après s'asseoir et prendre une décision. Donc c'est pas quand on pense, ok, j'ouvre un bar, on cherche l'emplacement, allez, on achète quelques casiers de bière, on a ouvert un bar. Non. Pourquoi vous ouvrez ce bar? Quelles sont vos attentes? Quels sont les objectifs visés? Est-ce que c'est simplement pour se faire de l'argent? Qu'est-ce que vous voulez maintenant rencontrer les experts? Je crois que c'est même la meilleure approche lorsqu'on veut entreprendre. Absolument. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous avons tellement de messages. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut entreprendre sans formation? On va aller rapidement. Il nous reste 2 minutes. Tout à fait.
entreprendre sans formation, vraiment, je ne sais pas comment vous pensez que, parce que vraiment, c'est impossible. Il faut être formé dans un domaine. Si vous n'êtes pas formé, comme M. Job l'a dit tantôt, laissez-vous accompagner le temps d'apprendre. Donc, dit entreprendre sans formation, alors, sans accompagnement, c'est dangereux. Peut-on créer une entreprise sans formation? Tout à fait. Les grands hommes d'affaires, la plupart des temps, n'étaient pas formés. Mais quand vous créez, maintenant, il faut vous entourer d'une ressource humaine qui a la formation requise pour vous permettre, n'est-ce pas, d'accéder et d'arriver au sommet, n'est-ce pas, d'arriver au sommet, c'est tout. Bonsoir mes grands frères sur le plateau, c'est mon arrivée au rendez-vous des entrepreneurs et je me suis déjà imprégné du thème d'aujourd'hui. Cependant, je voudrais plutôt des conseils car je suis en voie d'ouvrir mon entreprise qui proposera dans un premier temps des services de dépannage en appareils électroniques et électricité avec une vision plus large à long terme. Je pense qu'à celui-ci, peut-être il faudrait qu'il rentre directement en contact avec vous pour l'accompagnement dont parlait M. Job à l'instant. Tout à fait. Donc, si vous maîtrisez, n'est-ce pas, votre dépannage, pour l'aspect administratif, aspect managérial et aussi aspect planification, c'est-à-dire business plan, vous pouvez vous rapprocher de moi, n'est-ce pas? On voit ce qu'on pourra faire pour vous aider. Mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur des coûts, donc c'est pas élevé, c'est rien. Une dernière question. Ma préoccupation est la suivante. Je suis Freddy depuis Somba. Doit-on concevoir notre projet en fonction du capital que l'on dispose ou alors nous devons chercher un capital en fonction de l'importance de notre projet? Bref, qu'est-ce qui est dépendant de l'autre entre le projet et le capital? Bref, ce qu'il faut savoir, quand nous voulons investir, nous essayons d'estimer, n'est-ce pas, le coût d'investissement, n'est-ce pas? Lorsque nous avons estimé ce coût-là, si peut-être c'est 5 millions et nous avons 3 millions, nous pouvons essayer de voir comment rechercher les financements. Mais nous vous conseillons toujours de ne pas commencer à investir en partant chercher l'emprunt. Si vous ne pouvez pas aller, c'est moi, je vous conseille ceci. Créez même une salle. D'après le décret, n'est-ce pas, du président de la République de 2016, vous pouvez créer une salle avec un capital de 400 000. Le capital n'est pas toujours, il faut comprendre, vous pouvez créer une salle ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez créer une salle et créer ce qu'on appelle les comptes associés. C'est-à-dire, vous pouvez créer une salle avec un capital de 100 millions. Sur les 5 millions, ça c'est 4 900 000. Et maintenant, les associés, maintenant, que vous allez mettre sur le registre, avec qui vous allez fonctionner, avec qui vous allez créer, apportent des fonds en plus, ce qu'on appelle les apports en compte courant, qui ne génèrent pas d'intérêt. Vu que c'est votre société, vous pouvez, n'est-ce pas, essayer de vous associer à des personnes aussi pour commencer. La banque n'est pas toujours bien pour un début. Voilà, malheureusement, le temps imparti est arrivé à son terme. Vous êtes tellement nombreux à vous manifester, je rappelle. Vous pouvez regarder l'émission en replay sur nos différentes plateformes internet, YouTube, Larissa Boyekao, Yubayu Concept. Vous pouvez regarder l'émission là-bas. La rediffusion également samedi lorsqu'il est 16h30 sur MyTV Channel et sur Plex. Et vous nous retrouvez tous les jeudis 16h30. Mais je ne saurais terminer sans prendre un dernier mot de nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être là cet après-midi. Mais on a ce dernier message qui n'est pas une question. Bonsoir à tous, je suis fondateur et entraîneur principal du FC International de Nkola Famba qui fait en football, commerce, élevage, agriculture, transport, ramassage d'ordures ménagères. Je vous remercie pour ce que vous faites pour le Cameroun. 2 pour le Cameroun, 1 pour l'Égypte. C'est Monsieur Messi. Pas de questions, nous prenons des notes car c'est tellement intéressant. Merci à vous, Monsieur Messi, votre fidélité nous honore. Alors, en un mot, Monsieur Job, j'espère que vous passez un accompagnement. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Vous avez parlé de vos plateformes internet, Facebook et consorts, un numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer à la prochaine session d'avril par exemple. On pourrait communiquer le 699 52 34 65. Voilà. Donc à partir de ce numéro, vous avez accès au CEFPAM et à partir de là, avoir toutes les informations. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et on espère qu'on pourra vous avoir pour d'autres émissions. Bien sûr. Pour continuer à éclairer la lanterne de nos nombreux téléspectateurs. Bien sûr, je dois dire que ce que vous faites, ça apporte un plus parce que quand nous démarrions dans les affaires, si nous avions ce genre d'émission, je pense que ça aurait évité de commettre beaucoup d'erreurs. Mais en même temps, c'est ces erreurs qui constituent aujourd'hui l'expérience. Absolument. Et l'enfant ne peut apprendre à marcher qu'en se renversant. Alors, Monsieur Tala, un dernier mot. Alors, dans notre téléspectateurs, nous sommes à la fin, on nous fait des grands gestes. Donc, si vous me permettez encore 2 secondes, n'est-ce pas, je rappelle pour le séminaire d'ADSF qui était ce week-end, n'est-ce pas, le séminaire du montage de la déclaration sociale et fiscale que nous avons prévu ce week-end, nous avions oublié qu'il devait avoir la finale, n'est-ce pas, de la CAN. Donc nous l'avons reporté pour le week-end sur 11-12. Donc 11-12. Donc j'ai dit que le coût c'est 15 000. 15 000 francs. Système minimum de trésor et système normal. Donc ça pourra vous aider aussi, vous les entrepreneurs qui voulez même apprendre à monter vous-même.
n'est-ce pas, de venir assister à cette semaine, ça pourra vous aider. Alors, tous les entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent apprendre la DSF et tout le tralala qui tourne autour de l'entreprise, c'est le week-end du 11 et 12 février. Vous pouvez nous contacter directement pour qu'on vous mette en contact avec Monsieur Guy Talla. C'est votre cadeau de la bonne année. Quant à moi, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ça a été un plaisir de vous avoir. Mon pronostic, c'est la victoire du Cameroun. Victoire du Cameroun, forcément. Victoire du Cameroun, forcément. Allez, à nous revoir la semaine prochaine. Même chaîne, mesdames et messieurs. Peut-être avec des nouveaux invités. Ciao, bye bye.